Alors il y a plusieurs aspects qui sont traités, évidemment le problème de la société civile internationale, notamment à partir de Seattle en 1999, lorsqu'on a vanté cette société civile internationale qui est en train de naître, ensuite l'Europe bien évidemment, et enfin des organisations internationales qui construisent la démocratie sans démocrate. Voilà. Marina, vous n'êtes pas gênée de commencer avec un public insuffisamment nombreux pour le moment. Les meilleurs sont déjà là. Les meilleurs sont déjà là. Et ceux qui arriveront en retard vont le regretter. Voilà. Voilà. Bon, alors commençons. Vous avez 20 minutes. Ok, merci. Alors en 2009 se tenait ici même à Nanterre un important colloque consacré à l'émergence de la société civile internationale et aux effets de ce phénomène sur le droit international. Donc, je suis ravie, 12 ans après, de revenir sur ce thème, mais sous un angle un peu différent, de ces rapports, les rapports de la société civile internationale, ou plus précisément les rapports des ONG. On va voir que c'est un terme un peu plus précis. Les rapports de ces ONG avec la démocratie sur la scène internationale. En plus, comme Daniel tout à l'heure a beaucoup déjà développé certains aspects que j'envisageais de traiter, je vais pouvoir aller plus vite et tenir dans les 20 minutes qui me sont accordées. Alors, les organisations non gouvernementales, les ONG, sont des acteurs essentiels dans les relations internationales contemporaines, mais il faut préciser tout de suite qu'il n'existe pas une définition juridique unanimement acceptée des ONG. Ce qui se comprend assez aisément au regard de la multitude de structures, d'objectifs, de méthodes, des dizaines de milliers d'ONG qui sont répertoriées aujourd'hui dans le monde. À défaut d'une définition unanime, il est généralement dit que ce sont des structures d'origine privée qui exercent leur activité au plan international et qui ne poursuivent pas de but lucratif. Ce dernier point est fondamental pour distinguer les ONG des sociétés transnationales qui agissent quant à elles pour la défense de leurs intérêts économiques particuliers. A l'inverse, les ONG, en tout cas moi tel que je les conçois aujourd'hui, les ONG contemporaines, se rapprochent quand même plus de l'idée originelle de société civile comme un concept qui désigne des acteurs privés qui participent à la formation de l'esprit public et aux décisions d'intérêt général dans le cadre du nouvel État libéral né au XVIIIe siècle. Cette brève référence à l'histoire permet de préciser d'emblée que la société civile, et donc son emblème contemporain, l'ONG, ne sont pas de nouveaux acteurs démocratiques. En effet, la naissance et le développement de la société civile et des ONG ne sont pas récents, ils sont précisément liés à l'avènement de la démocratie elle-même. Que ce soit d'abord dans les jeunes États-Unis d'Amérique et dans l'Europe post-révolutionnaire, ou ensuite à partir des années 1970-1980 dans les nombreux pays qui voulaient s'émanciper des dictatures d'Amérique latine et du bloc soviétique. Si on peut donc empiriquement constater que les ONG ne sont pas de nouveaux acteurs démocratiques, ou acteurs de la démocratie, on peut aussi avoir l'intuition selon laquelle ce sont des espaces qui, a priori, sont propices au déploiement de l'idéal et de la réalité démocratique telle que nous la décortiquons depuis hier dans le cadre de ce colloque. Or, la conformité du discours et des actions des ONG aux règles et principes démocratiques n'a rien d'évident, contrairement à une opinion assez répandue. Le public en général et les étudiants en droit en particulier ont souvent une conception naïve ou angélique de la société civile internationale, laquelle serait uniquement animée par de légitimes et bonnes intentions, en particulier le souci de représenter les intérêts des individus considérés comme étant les plus vulnérables ou les plus défavorisés, donc les pauvres, les femmes, les personnes handicapées, les réfugiés, les habitants des pays en voie de développement, etc. Selon une approche qui est donc assez largement partagée, les ONG seraient les représentants légitimes et dévoués de diverses catégories de population qu'elles viendraient défendre devant les instances de décision nationales et internationales. La réalité est un peu moins rose, même si un grand nombre d'acteurs de l'aide humanitaire ou défenseurs des droits de l'homme sont tout à fait sincères dans leur démarche. En ce sens, la violence que j'ai pu constater, la violence des critiques qui sont parfois formulées, peut surprendre, qu'elle concerne la représentativité des ONG, la légitimité de leur mission ou encore la possible instrumentalisation politique dont elles
dire d'un point de vue plus théorique, plus général, au-delà des engagements individuels, au-delà de l'appréciation parfois très peu objective de ces engagements individuels, que dire de ce sujet? D'abord, il faut souligner que la contribution effective des ONG doit être à un processus de démocratisation de la scène politique internationale. Ce processus doit être démontré et pas simplement affirmé. De même, il faut vérifier la mise en conformité par les ONG elles-mêmes de leur mode de fonctionnement aux standards qu'elles disent vouloir exporter. Donc la conformité de leurs actions au discours qu'elles prônent sur la démocratie. Pour aborder ces questions, je parlerai d'abord des ONG comme vecteurs d'une démocratie universelle et ensuite j'exposerai comment certains éléments du modèle démocratique qu'elles prônent peuvent à leur tour contribuer à assurer la pérennité et la légitimité des organisations non gouvernementales. Je commence donc par aborder le thème des ONG au service de la démocratie. Tournons-nous d'abord vers la fonction descriptive de la notion d'ONG comme acteur incontournable des relations internationales contemporaines, puis vers sa fonction prescriptive comme projet de transformation de la société internationale. Premier point, les ONG acteurs incontournables d'une démocratie participative internationale. Deux thèmes méritent ici d'être étudiés, celui du rôle normatif des ONG d'abord, et ensuite l'apport de leurs activités opérationnelles. Premièrement, la contribution à l'élaboration de normes internationales. Les exemples de participation d'ONG à la fabrication de règles juridiques au niveau international sont très nombreux, puisque le domaine de la vie sociale et tous les forums internationaux sont a priori concernés. Si l'on s'en tient à l'exemple emblématique des Nations Unies, aucune négociation en vue de l'adoption d'un traité ne peut aujourd'hui se faire sans la participation officielle ou officieuse des ONG. Alors, ces ONG peuvent être de simples observateurs ou, ce qui nous intéresse plus, intervenir directement par la voie d'un lobbying. Alors, on a parlé ce matin de spécialistes du coulouroage, j'arrive même plus à dire, coulourage, enfin, on prend une belle expression. Voilà. Voilà, donc par la voie du lobbying, par la voie des manifestations très médiatisées en marge des rencontres de délégations, on parlait tout à l'heure de Seattle, ou encore par une implication tout à fait officielle dans les négociations. La plupart des textes qui régissent aujourd'hui les organisations internationales ou les grandes conférences intergouvernementales envisagent maintenant toujours ce nouvel acteur que sont les ONG. Donc les États ne sont plus véritablement les seuls décideurs, puisque les voix des citoyens du monde sont désormais relayées, parfois même entendues, même si leurs voix sont dispersées entre une multitude d'ONG. Deux raisons principales expliquent cette forme de démocratisation de la prise de décision sur la scène internationale. D'abord, le fait que cette intégration des ONG au travail de production normative est souvent considérée comme un instrument de légitimation de celui-ci. Autrement dit, cette participation de la société civile à l'adoption de telle ou telle norme est censée légitimer tout le processus, donc la norme, et donc faciliter l'acceptabilité et la mise en œuvre de cette norme. Deuxième raison, l'expertise incontestable de nombre d'ONG dans les sujets visés par la production normative internationale. Les ONG sont issues du monde réel, ou en tout cas elles sont plus proches de ce monde réel que la plupart des diplomates, et la société civile internationale connaît donc bien les problèmes factuels et réfléchit souvent depuis de nombreuses années aux possibles réponses juridiques à apporter à ces problèmes. Dans certains domaines, il est tout à fait frappant de constater que les ONG connaissent beaucoup mieux les dossiers que les délégations étatiques lors des conférences intergouvernementales. Donc un constat de la connaissance réelle du terrain par les ONG qui me permet maintenant d'aborder un autre aspect de leur mission, leurs activités opérationnelles. Qu'elles aient ou non participé en amont à la production de règles, les ONG sont de plus en plus souvent impliquées dans leur mise en œuvre, laquelle passe par deux voies principales. D'abord, la surveillance du respect de la norme par les États et la dénonciation publique des éventuelles violations constatées. Sur ce point, les ONG peuvent soit s'adresser uniquement à l'opinion publique, faire un beau tapage médiatique autour d'une violation donnée, soit s'adresser directement aux organes supranationaux de contrôle du respect de la norme, et donc participer ainsi à une forme de responsabilisation des autorités étatiques
par rapport aux engagements juridiques, aux engagements internationaux auxquels elles avaient pu souscrire. Deuxième aspect, la participation des ONG au processus judiciaire qui peut éventuellement être enclenché pour constater et sanctionner des violations commises par les États. Les ONG peuvent elles-mêmes enclencher certains de ces procédures ou offrir leurs services à titre en qualité d'amicus curiae devant les juridictions internationales pour participer ainsi à une forme de démocratisation contentieuse puisque par ce type d'action, les ONG peuvent faire du procès une caisse de résonance de la voix des collectivités humaines qu'elles représentent. Après la fonction descriptive de la notion d'ONG, j'aimerais vous présenter sa fonction prescriptive. Donc, le projet de certaines ONG ou l'idéal démocratique transposé sur la scène internationale. Nombre d'ONG se sont en effet assignées deux missions qui intéressent selon elles la diffusion du modèle démocratique, à savoir la promotion des droits de l'homme d'abord et celle de la bonne gouvernance ensuite. Premièrement, la diplomatie des droits de l'homme. Dans l'inconscient collectif, les ONG sont d'abord et avant tout les défenseurs de grandes causes telles que l'interdiction de la torture, la lutte contre les discriminations en tout genre ou la défense de la liberté de la presse, par exemple. Étudier et apprécier l'apport des ONG à la démocratisation de la vie publique internationale suppose d'évoquer ce rôle de promotion des droits de l'homme, même s'il faut bien garder à l'esprit le fait que la notion de démocratie et la notion des droits de l'homme ne sont vraiment pas similaires, synonymes, on en a déjà plusieurs fois parlé ici. Mais deux arguments tirés de l'observation de la pratique internationale permettent de lier tout de même assez intimement ces deux notions, ces deux concepts sur la scène internationale. Premier point, historiquement et politiquement, la diffusion de la démocratie et celle des droits de l'homme au plan international ont été concomitantes. La diplomatie américaine a joué un rôle fondamental en la matière, puisque dans la lutte contre l'idéologie communiste qu'elle a engagée dès les années 1950, elle a systématiquement lié les notions de démocratie et de droits de l'homme. Dans les années 80, cette diplomatie s'est accentuée, elle est même devenue l'axe central de la politique extérieure des États-Unis, politique étrangère des États-Unis. Or, cette action officielle de la part du gouvernement américain est largement accompagnée de l'action de grandes ONG nord-américaines. À partir de la décennie suivante, cette logique est fréquemment reprise dans nombre d'organisations internationales ou régionales, qu'il s'agisse de l'ONU, du Conseil de l'Europe ou de l'OSCE. Toutes ces instances lient systématiquement, sans forcément l'expliquer ou justifier, le respect des droits de l'homme, la démocratie et la démocratie. Et donc dans ces instances, les ONG spécialisées dans la défense des droits trouvent assez naturellement toute leur place. Deuxième point, l'effectivité de certains droits de l'homme est le gage d'une démocratie véritable. On pense d'abord bien sûr au droit de vote. L'organisation d'élections libres est devenue à compter des années 1990 un standard international imposé aux États issus du bloc communiste ou de tout autre régime autoritaire. Dans ce domaine et dans le domaine plus large de la justice transitionnelle, un certain nombre d'organisations internationales, mais aussi de très nombreuses ONG, ont joué un rôle tout à fait essentiel. De plus, la place centrale des ONG dans le monde contemporain est l'illustration même de l'effectivité de la liberté d'association et de la liberté d'expression, que ce soit au niveau interne ou au niveau international, et je reviendrai tout à l'heure. Donc, sur la scène internationale, le lien entre démocratie et droits de l'homme tel que prôné par les ONG est assez évident, ce qui est un peu moins dans un second aspect qui est la promotion de la bonne gouvernance, que je mets entre plein de lignes. Pourquoi la notion de bonne gouvernance ou de gouvernance est omniprésente depuis les années 1990 dans tous les discours politiques, tant au niveau interne qu'au niveau international. C'est une notion fourre-tout qui est régulièrement proposée, voire même imposée par certaines instances aux États comme un modèle à suivre dans le domaine de la gestion des affaires publiques, en particulier dans le cadre des politiques de développement qui sont prônées par la Banque mondiale ou les institutions financières internationales. Pour le dire simplement, comme dans la conditionnalité démocratique qui caractérisait les relations entre l'Europe communautaire et les pays ACP, l'idée est d'échanger certains avantages, certains services contre la promesse de respecter un certain nombre de principes d'organisation politique ou administrative. Et la notion de bonne gouvernance est problématique parce que précisément on peut y faire entrer un peu ce qu'on veut.
D'ailleurs, chaque instance qui invoque la bonne gouvernance a adopté sa propre définition de cette notion. Donc la méfiance s'impose à l'égard de ce concept polysémique et manipulable à souhait. On peut toutefois relever que certains critères sont récurrents, certains critères qui nous intéressent particulièrement parce qu'ils sont intéressants pour apprécier la qualité d'une démocratie, pour apprécier les missions que j'exposais tout à l'heure des ONG contemporaines. Ainsi peuvent être cités pêle-mêle la transparence et la concertation dans la prise de décision publique, la responsabilité des dirigeants à l'égard des citoyens ou encore le respect de l'état de droit. On comprend mieux donc pourquoi le milieu des ONG est particulièrement favorable à ce concept de bonne gouvernance, puisqu'il permet la légitimation, entre autres, de l'association d'acteurs privés à la prise de décision politique. D'où l'enthousiasme suscité dans le monde des ONG par le pacte mondial, le Global Compact, c'est-à-dire une forme de partenariat qui a été proposé par le secrétaire général des Nations Unies entre cette organisation, les entreprises, tous les acteurs du secteur privé, les gouvernements, pour respecter les droits de l'homme, certaines normes du droit du travail, la lutte contre la corruption, etc. Donc finalement, il y aurait beaucoup à dire sur la gouvernance, ce nouveau paradigme étatique, pour reprendre une formule de mon voisin. Mais bon, j'ai pas le temps d'entrer trop dans le détail ici, mais en gros, toutes les critiques qui ont été formulées dans d'autres espaces, en particulier au niveau interne, sont tout à fait transposables à ce qu'on pourrait dire à la scène internationale. Alors sans transition, je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé sur les outils de la démocratie au secours des ONG. Le monde des ONG est régulièrement l'objet de critiques acerbes formulées soit par les États qui n'arrivent pas à les instrumentaliser comme ils le souhaiteraient, soit par certains auteurs qui sont soucieux de constater la place acquise par ces organisations dans les relations internationales contemporaines et dans les organisations internationales, alors que leur projet n'est pas forcément clairement identifié, où la conformité de leurs actions aux intérêts qu'elles sont censées défendre n'est pas si évidente que cela. Donc en fait, là, c'est tout un débat sur la légitimité, la pérennité, la crédibilité même des ONG que je dois essayer de résumer en quelques minutes. Ce qui est d'autant plus complexe, ce qui est rendu d'autant plus complexe qu'il n'existe pas de statut juridique des ONG au niveau international, chacune étant en réalité constituée et travaillant selon des règles élaborées par l'État dans lequel, la législation de son État d'origine. Alors pour résumer les termes de ce débat et son intérêt par rapport au thème porteur de ce colloque, je vais commencer par exposer les gages d'existence des ONG qui reposent dans le respect de certains droits de l'homme. Et j'examinerai ensuite comment certains principes, que l'on retrouve d'ailleurs dans le modèle de gouvernance que j'ai rapidement esquissé tout à l'heure, pourraient être transposés à la société civile internationale elle-même pour garantir sa propre légitimité démocratique. Donc d'abord, le respect véritable des libertés d'association et d'expression. Tout État embarrassé par les activités d'une ONG présente sur son territoire peut chercher à encadrer juridiquement son travail, voire à l'interdire ou encore harceler ses membres. À l'opposé, on trouve aussi des ONG qui sont particulièrement dociles, qui servent plus ou moins habilement et discrètement le discours d'un État ou les agissements d'un État, quand elles ne sont pas purement et simplement créées et dirigées directement par cet État. Dans tous les cas, c'est le respect des libertés d'association et d'expression qui est en cause. Des libertés qui sont largement méconnues dans les États autoritaires, mais des libertés qui sont attaquées de manière plus subtile par des États qui se disent démocratiques. Alors j'aimerais évoquer ici, je vais résumer parce que je ne vais pas y arriver, allez, deux illustrations. Première illustration, la présence croissante dans les instances internationales d'ONG gouvernementales, donc de fausses ONG, les gongos. Les États ont en effet saisi tous les enjeux d'une manipulation de ces acteurs au sein de certains forums internationaux tels que le Conseil des droits de l'homme. Et l'élaboration des règles relatives à l'octroi du statut consultatif à ces associations est toujours un moment clé, un moment critique dans la vie des organisations interétatiques et dans la vie des ONG. Donc en installant dans les instances internationales des ONG marionnettes, les États vont évidemment décrédibiliser le discours de tout le secteur des ONG et limiter, enfin estomper la réalité de la liberté d'expression. Deuxième exemple,
En 1998 a été rédigée une déclaration internationale sur les droits et obligations des défenseurs des droits de l'homme, ce qui pour les États était une occasion en or pour essayer justement de grignoter sur la marge de manœuvre sur les droits des défenseurs des droits de l'homme, donc des ONG. Alors ce document qui n'est pas contraignant, donc les enjeux n'étaient quand même pas non plus forcément à la hauteur de l'investissement des États vis-à-vis de ce texte. Non, j'ai pas vu. D'accord. 10 secondes. Bref, ce texte finalement, malgré ce que les États ont essayé de faire, réaffirme de façon solennelle, donc un texte qui est adopté par l'Assemblée générale des Nations unies quand même, réaffirme les libertés d'association, d'expression, la possibilité de chercher des ressources, des capitaux à l'extérieur pour exercer leur mission, etc. Et ce que j'avais relevé dans ce document, c'est qu'il affirme expressément que chacun a le droit individuellement ou en association avec d'autres de participer effectivement sur une base non discriminatoire au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques. Dernier point que je vais résumer en 2 lignes, les principes de transparence et de responsabilité comme fondement de la légitimité des ONG. Ça a été un petit peu abordé par Daniel tout à l'heure, cette idée de démocratie interne. Au sein des ONG internationales, on se pose évidemment les mêmes questions qu'au sein de la LDH, à savoir comment fonctionner de façon à la fois démocratique dans une représentation interne, mais aussi les principes de transparence, publier régulièrement ses comptes, exposer ses projets, avoir des échanges avec les adhérents de base, mais aussi avec les populations qu'on est censé représenter pour être sûr qu'il y a toujours une concordance entre les intérêts défendus et les intérêts qui sont annoncés. Alors, pour conclure, une vision trop simpliste des relations internationales oppose souvent la réelle politique des États à l'action militante et solidaire des ONG qui serait uniquement guidée par des valeurs, dont celles fondant la démocratie. Une autre présentation fréquente de la société civile internationale évoque un néocolonialisme des bonnes intentions que ces ONG véhiculeraient, ou encore une aristocratie ou une élite cosmopolite qui se cacherait derrière un discours démocratique. Il me semble que la réalité se trouve quelque part entre ces deux approches un peu extrêmes. J'ose encore espérer que les ONG participent avec sincérité à la diffusion d'un véritable modèle démocratique, ce qui n'empêche pas certaines lacunes ponctuelles, certaines instrumentalisations ponctuelles. Et pour finir, j'aimerais souligner que souvent, quand on s'intéresse au droit international, on est obligé de se retourner quand même vers les États et vers la responsabilité des acteurs de l'échelon local, de l'échelon national. Finalement, quelles que soient les qualités, les défauts des ONG, quels que soient les efforts qu'elles déploient, il me semble que l'objectif de diffusion planétaire d'un modèle démocratique véritable dépend encore et toujours essentiellement des États. La question qui demeure est celle de savoir si on peut leur faire confiance pour accomplir au mieux cette tâche. Sans la moindre transition, Stéphanie, tu as la parole. Merci beaucoup. Jacques, tu l'as dit tout à l'heure en ouvrant ce panel de l'après-midi qu'on allait voir la manière dont se reproduit, le cas échéant, la logique démocratique à l'échelle internationale. Ma présentation va peut-être, de manière un tout petit peu différente, s'interroger sur la mesure dans laquelle on voit se reproduire la logique constitutionnaliste à l'échelle internationale. Et en cela, peut-être que mon exposé fera un peu écho à la question qui était posée tout à l'heure par notre collègue du Curable. Donc je ne suis pas absolument sûre d'être au bon endroit dans le programme, mais en tout cas, je suis très contente d'être là. Et j'en profite pour remercier Véronique et Jean-Marie d'avoir organisé cette journée, et dont, ces 2 journées, dont la variété des communications est un bon témoignage de la vivacité des débats et des travaux au trade-off, et je suis vraiment très contente d'en être une partie. Alors les quelques analyses et pistes de réflexion que je vais présenter aujourd'hui résultent pour l'essentiel d'une recherche menée sur le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, qui entendait opérer un retour sur l'histoire, les acteurs et les grandes étapes du développement et de la consolidation de cette branche du droit qui est le droit international, et en l'occurrence européen, des droits de l'homme, qui en quelques décennies seulement est parti d'à peu près zéro au lendemain de la guerre, pour le dire très vite, et est devenu un ensemble d'une importance considérable, à la fois du point de vue
enfin à la fois quand on l'observe comme production normative et également en tant que discipline scientifique. Et donc un des objectifs de la recherche était de situer le droit européen des droits de l'homme dans le champ plus vaste du droit international, où, comme on le sait, le paradigme de la constitutionnalisation trouve aujourd'hui, et singulièrement dans le champ du droit international des droits de l'homme, un écho extrêmement fort. Il y a vraiment une production académique, militante, scientifique très très importante sur le thème de la constitutionnalisation du droit international. Alors ce que je vais chercher à montrer dans un premier temps, c'est qu'à bien des égards, l'espace juridique du Conseil de l'Europe peut être lu comme un laboratoire, sinon un incubateur, de ce nouveau paradigme de la constitutionnalisation et de son application à l'échelle internationale. Et je voudrais ensuite, dans un second temps, en quittant l'Europe du Conseil de l'Europe comme terrain d'étude, suggérer qu'il est très intéressant d'étudier sur un mode analogique les deux versions du discours de la constitutionnalisation, que sont sa version peut-être plus classique ou étatique dont on a parlé ce matin, et sa version internationaliste à laquelle l'expérience de la Convention européenne des droits de l'homme a, me semble-t-il, assez significativement contribué. Alors, sur le premier point, l'espace du Conseil de l'Europe comme laboratoire un petit peu de ce paradigme de la constitutionnalisation tel qu'il se déploie dans le champ du droit international, je voudrais juste rappeler qu'au moment où la Convention européenne des droits de l'homme a été signée, à Rome en 1950, le droit international des droits de l'homme n'existait pour ainsi dire pas. Il y avait bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais le droit international des droits de l'homme demeurait embryonnaire, et surtout, il n'avait pas acquis l'autonomie relative qui est désormais la sienne par rapport au champ du droit international classique. Et le fait que le droit international des droits de l'homme ait émergé de manière relativement récente à l'échelle de l'histoire du droit international s'explique de multiples manières, et notamment parce que la naissance du droit international des droits de l'homme requérait que soit accompli un certain nombre de révolutions scientifiques dans le champ de la théorie du droit international, émergence de l'individu comme sujet pertinent du droit international, acceptation d'une forme de monisme juridique, idée d'une communauté internationale dotée d'intérêts propres, etc. Or, il se trouve que la Convention européenne des droits de l'homme a été associée de près à ces révolutions scientifiques dans le champ du droit international. Elle y a été associée d'un point de vue chronologique, elle y a été associée d'un point de vue prosopographique, elle y a été associée d'un point de vue académique ou scientifique. Alors, au plan chronologique, c'est le plus simple, on peut simplement souligner que la Convention européenne est signée en 1950 et que dans le même mouvement s'instaure ici le premier des mécanismes internationaux à prévoir simultanément et effectivement la proclamation et la garantie juridictionnelle des droits de l'homme. Et donc, de ce point de vue, le droit européen des droits de l'homme apparaît à certains égards comme une sorte de test case pour le projet même d'un droit international des droits de l'homme. Pour ne donner qu'une illustration, on peut dire que l'idée selon laquelle l'individu pourrait être un sujet pertinent du droit international était très débattue dans les cercles où se pense le droit international dans la première moitié du XXe siècle. Et précisément, cette idée trouve dans la formalisation du droit de recours individuel devant, à l'époque, la Commission et non la Cour, devant les organes de protection de la Convention, une illustration, une de ses premières illustrations véritablement tangible, même si bien sûr c'est d'abord reconnu de manière facultative, c'est la Commission et pas la Cour, etc. Mais c'est vraiment, à part quelques tentatives à l'OIT dans les années 20, etc., c'est vraiment une des premières manifestations, traductions concrètes de ces nouvelles idées du droit international. Si on regarde ce qui s'est, enfin, si on jette un regard prosopographique sur le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, on constate que les premières générations de membres de la Commission et de la Cour ont un profil qui est très intéressant à souligner, qui révèle la dimension largement entrepreneuriale de ce qui se joue dans le droit européen des droits de l'homme naissant. La Cour, comme la Commission, est essentiellement peuplée d'hommes, avec un H minuscule, au profil très particulier qui cumule une grande quantité de ressources politiques et académiques. Ce sont des professeurs juges, mais ce sont des professeurs juges qui, en plus, sont déjà particulièrement actifs, particulièrement investis dans la promotion et l'encouragement de tout un ensemble d'aggiornamenti théoriques du droit, dont le droit international avait besoin pour qu'éclose véritablement le droit international des droits de l'homme. Juste pour donner quelques exemples, on trouve à Strasbourg dans les années 60 et 70 des théoriciens de la communauté internationale. Alors je renvoie ici aux travaux
d'Emmanuel Jouanet sur l'importance de cette notion dans l'apparition et le développement d'une lecture objectiviste du droit international, mais on trouve donc à Strasbourg, dans les 2 premières décennies de fonctionnement du système, des grands noms qui ont porté scientifiquement l'idée de la communauté internationale. Hermann Mosler, Juan Antonio Carrillo Salcedo, René-Jean Dupuy, Nicolas Valticos, etc. On y trouve des théoriciens de la pertinence de l'individu comme sujet du droit international, le danois Norgard, le grec Statiades, le belge Henri Rollin. On y trouve des théoriciens de l'impérativité des normes du droit international, Alfred Ferdross et Lord McNair, par exemple, qui ont tous les deux écrit beaucoup de textes sur la capacité du droit international à prohiber certains traités, par exemple, mais aussi les Britanniques Waldock ou Fitzmaurice, qui sont à la Commission du droit international très actifs dans la consécration, au moment de la rédaction du traité de Vienne, de l'idée même de normes impératives dans le droit international. Bref, on voit bien que la réunion dans les instances de protection de la CEDH d'internationalistes aussi engagés dans la promotion des idées qui étaient autant de conditions de possibilité d'un droit international des droits de l'homme est assez remarquable et renforce l'idée de l'Europe, de la Convention européenne des droits de l'homme, comme une forme de laboratoire des évolutions qu'allait connaître le droit international. Et au plan académique, on peut dire que cette hypothèse de l'Europe comme laboratoire est encore renforcée par le fait qu'il est assez aisé d'établir que d'emblée, le projet politique, mais surtout juridique, de la construction d'un droit européen des droits de l'homme s'est accompagné de sa mise en forme savante, et ensuite que cette mise en forme savante a opéré par le biais d'un investissement massif de ceux que j'appelle les insiders du monde de la Convention, les membres de la Commission, de la Cour, mais aussi les membres du secrétariat de la Commission ou du greffe de la Cour. Donc investissement de ces insiders dans une entreprise de systématisation et de présentation académique du droit européen des droits de l'homme. Très tôt dans l'histoire de la CEDH, on organise des colloques réguliers tous les 5 ans sur le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. On commence dans les années 60, c'est-à-dire quand il y a à peu près 2 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à commenter. Donc c'est vraiment quelque chose de volontariste, quoi. On commente la jurisprudence dans la revue académique d'un grand nombre de pays, on écrit les premières monographies sur la Convention européenne des droits de l'homme, à telle enseigne qu'encore aujourd'hui, mais hier plus encore, la doctrine de la Convention européenne des droits de l'homme est en très large partie une doctrine maison, produite par les acteurs mêmes qui le font. Donc on a bien cette idée de laboratoire, d'expérience, et cette expérience est bien en large part une expérience qui éprouve l'opportunité et l'acceptabilité d'une lecture constitutionnaliste du droit européen des droits de l'homme. Je vais passer sur ce passage-là, parce que sinon je vais avoir très vite le papier vert, mais vous savez tous comme moi que la lecture objectiviste du droit européen des droits de l'homme s'instaure très tôt. La décision de la Commission en 61, Autriche contre Italie, l'arrêt Irlande contre Royaume-Uni de 1978, puis ensuite on passe carrément à la sémantique constitutionnelle ou à la sémantique des normes impératives, sans mentionner toujours les acteurs de l'intérieur, Wildaber et Mahoney qui font un tandem ultra-constitutionnaliste jusqu'au milieu des années 2000. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'important. Mais pour résumer donc sur cette première partie, je voudrais donc dire que historiquement, l'Europe de la Convention européenne des droits de l'homme a clairement été un des terrains d'expérimentation de nouvelles idées dans le champ du droit international, et que, deuxièmement, au fond, certaines de ces nouvelles idées sont absolument cruciales au thème de la constitutionnalisation du droit international, qui a, depuis quelques décennies, repris son envol avec une grande vigueur. Alors je voudrais maintenant, dans un deuxième temps de l'exposé, changer un peu de registre et quitter le terrain proprement européen pour suggérer de manière plus générale l'intérêt qu'il y a à confronter la vision internationaliste la vision internationaliste du discours du paradigme de la constitutionnalisation, dont on peut donc considérer que l'Europe du Conseil de l'Europe a été un des laboratoires, et la vision étatiste de ce discours de la constitutionnalisation. Intéressant de les comparer également pour voir, du point de vue des redéfinitions de la démocratie qu'ils emportent. Alors pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de mettre en analogie ces deux versions du discours? Il me semble que ce processus de constitutionnalisation qui est décrit par certains auteurs à l'échelle internationale soulève des enjeux qui entrent en résonance très grande avec ce qui se donne à voir à l'échelle du droit interne, et qui a été largement discuté ce matin. Et donc, ça peut mener à l'intuition qu'il y a un grand intérêt à regarder de près cette doctrine internationaliste relative à la constitutionnalisation pour renouveler le regard et l'analyse critique qu'on peut déployer au sujet des formes nationales ou étatiques de ce discours. Alors, pour qui s'intéresse plus particulièrement à celle des difficultés soulevées par le paradigme de la constitutionnalisation qui ont à voir avec les possibilités ou les modalités d'une nature démocratique de l'ordre juridique ainsi constitutionnalisé, il y a au moins 2 parallèles intéressants entre constitutionnalisme étatique et constitutionnalisme international que je voudrais mentionner.
Le premier parallèle, c'est que bien sûr, les deux versions du constitutionnalisme appellent à toujours plus de juges. Les deux versions proposent des redéfinitions de la démocratie qui sont largement réorientées autour de la figure du juge dont on sait qu'il est une figure proliférante à l'échelle internationale, et juge au sujet duquel on remarque de manière intéressante que sa montée en puissance s'accompagne, peut-être tardivement, mais de plus en plus nettement, d'interrogations relatives à sa représentativité, qui sont parfois à la forme que prennent des interrogations plus profondes sur sa responsabilité, sur son éventuelle responsabilité. Alors, sans entrer dans le détail, je voudrais mentionner ici à titre d'exemple les règles relatives à la représentation équilibrée entre les sexes qui apparaissent dans différentes juridictions internationales et qui sont présentées comme autant de réponses à l'idée diffuse peut-être d'une responsabilité ou d'une exigence de représentativité accrue d'un juge qui a pris plus d'importance et plus de pouvoir. Mais je ne peux pas tellement m'attarder sur ce premier point, toujours à cause du papier vert, et je voudrais donc surtout évoquer un second parallèle et suggérer que les deux versions, étatiques et internationalistes, du constitutionnalisme fondent semblablement la possible négation ou l'ignorance de la volonté des sujets de l'ordre juridique considéré. Ainsi, au toujours plus de juges correspondrait un toujours moins d'autonomie des partis, qu'il s'agisse d'individus ou d'États. Là encore, il y a, me semble-t-il, un enjeu lié à ce qu'on comprend comme étant la qualité démocratique, ou en tout cas libérale-démocratique, ou démo-libérale, comme ça a été évoqué hier, des ordres juridiques. Dans le champ du droit international, la chose est en effet à la fois explicite et frappante. Une des prémices du discours de la constitutionnalisation du droit international est très exactement celle de l'affaiblissement du rôle de l'État, qui est concurrencé en dehors du champ de la théorie du droit international, nous dit-on, par d'autres acteurs, évolution géopolitique caractérisée par des interdépendances croissantes qui rendraient largement illusoire l'idée d'une puissance décisionnelle souveraine de l'État, évolution économique qui rabaisse l'État au rang d'un acteur parmi d'autres du marché. Cette idée de l'État qui est concurrencé se donne également à lire à l'intérieur du champ de la théorie du droit international, puisqu'on nous explique que l'État, là aussi, est concurrencé par la multiplication des sujets du droit international, l'État, d'autres acteurs privés, comme par exemple les ONG, etc. On peut même noter que le discours de la constitutionnalisation ne fait pas que prendre appui sur ce prétendu déclin de la pertinence de l'échelon étatique, mais il la poursuit comme finalité. Dès lors qu'un de ses objectifs est de remplacer, je cite Anne Peters, de remplacer les constitutions nationales qui ont été réduites en fait à cause de la globalisation. Anne Peters parle de constitutionnalisme de compensation, compensatory constitutionalism. Elle explique que la constitutionnalisation du droit international vient ici compenser, c'est vraiment son terme à elle, la relégation du national. Une des illustrations les plus fortes de cette perte d'importance de l'échelon étatique dans le discours constitutionnaliste international, c'est l'insistance mise sur la capacité du droit international à contraindre l'État sans son consentement, voire contre sa volonté. Alors c'est bien sûr une question classique du droit international, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette version contemporaine du discours de la constitutionnalisation du droit international, c'est la justification qui en est donnée. Et la justification qui en est donnée aujourd'hui tient précisément dans l'idée que le droit international constitutionnel est ce droit d'intérêt général qui émane de la communauté humaine universelle, communauté qui est davantage que la somme de ses parties étatiques, et qui vient alors faire interface entre les États et le droit international constitutionnel, qui permet de détacher l'État et la communauté qui permet de détacher l'État et le droit international constitutionnel, et c'est du coup au nom des intérêts réputés supérieurs de la communauté internationale qu'à l'occasion, le droit international pourra primer ou passer outre les volontés des États. Il y a donc quelque chose comme une transcendance de l'international qui, représentant plus et mieux que la somme des intérêts particuliers des États, pourrait primer sur ces derniers. Alors, il me semble qu'on voit assez aisément comment les analogies se multiplient ici entre cette esquisse rapide de ce qui peut se donner à lire dans le discours de la constitutionnalisation du droit international et un certain nombre de débats qu'on peut avoir dans la théorie des droits de l'homme en droit interne. Je dirais juste quelques mots sur ce point pour souligner que, par bien des aspects, la théorie des droits de l'homme est dépeinte depuis quelques décennies sur le thème de la crise. La crainte d'une hypertrophie du sujet des droits fondamentaux est aujourd'hui très largement transformée en spectre, et nombreuses sont les entreprises intellectuelles et politiques animées par la recherche de valeurs refuges qui permettraient de brider le projet des droits de l'homme dont le développement et l'expansion font peur.
un auteur britannique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Therese Murphy, qui parle d'une révolution des droits de l'homme, mais une révolution à l'envers. Non pas la révolution par les droits de l'homme, mais la révolution par leur remise en cause. Remise en cause par les faits, on peut tous avoir des idées qui nous viennent à l'esprit, mais surtout remise en cause par les paradigmes mêmes dans lesquels les droits de l'homme sont pensés et discutés aujourd'hui. Alors, évidemment, par inclinaison personnelle, il me semble que beaucoup des éléments et des arguments qui ont été versés au débat, qui ont animé la communauté juridique française, mais pas seulement, depuis 15 ans autour de la dignité de la personne humaine, évidemment, sont à mettre en parallèle ici avec ce que je pouvais dire tout à l'heure sur la communauté, cette idée de communauté internationale qui acquiert une forme de transcendance et au nom de laquelle il va être possible de faire ployer la volonté des sujets du droit international. Et on peut dire que c'est en partie la même chose qui s'est explorée, exploitée dans les virtualités du principe de la dignité de la personne humaine. Alors, j'ai complètement perdu le fil de mes notes, donc je vais, je crois, conclure pour simplement insister, voilà, une dernière fois, et peut-être en des termes un petit peu différents, sur ce parallèle que je propose pour dire que à l'axiologie exprimée et incarnée par la communauté universelle du constitutionnalisme international répond l'axiologie qui irrigue peut-être une contre-révolution des droits de l'homme du constitutionnalisme étatique. Dans les deux cas, il s'agit de faire plier, de faire céder la volonté, l'autonomie ou le consentement des sujets, qui sont les individus dans un cas, et les États dans l'autre. Et je m'en arrêterai là, parce que j'ai vraiment complètement perdu le fil. Merci. Bien, la dernière intervention de ce colloque tout à fait passionnant, Sophie Grosmont, sur les organisations internationales. Oui, alors juste, si vous permettez, Monsieur le Président, je voulais avant toute chose revenir sur un point de la pensée de Guy Carcassonne qui a été simplement évoqué hier de manière un tout petit peu elliptique. Et puisqu'il s'agit d'un colloque sur la démocratie, je me disais qu'on pouvait également parler de démocratisation du savoir, de démocratisation des connaissances, et pourquoi pas de démocratisation des trucs, de ces trucs qui, démocratisés, pourraient peut-être permettre de lutter contre l'aristocratie. Et donc je voulais vous lire un texte de Guy Carcassonne, non publié, qui s'appelle « De la vodka en loge ». Sophie, pour la vodka, je vous suggère déjà d'en prendre un soir d'ici là, un verre ou deux, ce qui vous donnera une idée de ce qui vous convient. En tout cas, en tout état de cause, un petit verre doit suffire, genre 5 ou 10 minutes avant de prendre la parole. Mais si durant la préparation, vous stressez déjà, un petit verre ne peut pas vous faire du mal, si auparavant vous avez vérifié que vous réagissez normalement. Naturellement, il ne faut pas pleurer la qualité, je vous recommande la Viborova ou celle verte à l'herbe de bison. Tout cela n'est pas pour vous inciter à vous bourrer la gueule tous les jours d'ici vendredi prochain, donc le jour de ma leçon, mais seulement de profiter du temps dont vous disposez pour faire quelques petits tests et découvrir ce qui vous convient le mieux. Cela dit, si vous prenez un peu à un moment, si vous en prenez un peu à un moment où vous êtes seul, cela risque de n'être pas très concluant, car vous ne vous rendrez pas compte de l'effet désinhibant, pourtant réel. Vous verrez, c'est souverain. Et puis quelques jours après, je reçois un post-scriptum. Sophie, on ne vous laissera probablement pas entrer en loge avec une bouteille de vodka. Veillez donc à la camoufler dans une bouteille d'eau. Certains le savent, je n'ai malheureusement pas suivi ce conseil. Si bien que... c'est ça? Non, mais ça explique peut-être comment d'autres l'ont. Donc, après avoir parlé de la démocratisation des trucs, je pensais parler de la démocratisation des machins, comme disait le général de Gaulle, et donc des organisations internationales et de l'ONU en particulier. Alors, dans un monde interdépendant et de plus en plus de questions sont devenues, dissimulées dans une petite bouteille d'eau.
Bon, pardon. Alors, dans un monde devenu largement interdépendant, de nombreuses questions ne peuvent plus être réglées par les États seuls. Et donc, de nombreuses décisions politiques, pour être efficaces et cohérentes, doivent être adoptées au niveau international. Les organisations internationales, que j'entends ici au sens strict comme des organisations intergouvernementales qui agissent dans un but commun, sont donc le cadre d'action privilégié pour l'action internationale. Et j'ai donc essayé de comprendre à quelles conditions les décisions qui sont prises au sein d'organisations internationales pouvaient être réellement démocratiques, à quelles conditions les décisions qui sont prises au sein d'organisations internationales pouvaient être considérées comme choisies et acceptées par les peuples auxquels elles s'appliquent. Cette question est primordiale dans la mesure où les décisions qui sont prises au niveau international sont parfois indispensables, mais elles vont également parfois aller à l'encontre de choix politiques décidés démocratiquement au niveau national. Mais je dois immédiatement faire amende honorable et vous avouer que je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante à cette question des conditions de possibilité d'une décision internationale démocratique. Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante et pourtant, pour mener ma réflexion, je me suis fondée sur la démocratie représentative qui a été maintes fois critiquée au cours de ce colloque. J'aurais peut-être dû essayer de réfléchir aux conditions de possibilité d'une démocratie directe au niveau international. Mais je crois que les difficultés qui ont été soulevées à propos de la démocratie interne au niveau... de la démocratie directe au niveau interne m'autorise à rester modeste vu ce que sont les relations internationales actuellement. Donc une difficulté pour répondre à cette question et une difficulté liée tout premièrement au fait que, peut-être contrairement à ce qui a été dit par hier, la plupart des États qui composent les organisations internationales ne sont pas eux-mêmes démocratiques. La plupart des États qui composent les organisations internationales n'ont pas de représentants élus par des élections libres et honnêtes. Au sein de ces organisations internationales, donc composées d'États en partie non démocratiques, la décision commune ne peut jamais être démocratique. Elle ne peut jamais être considérée comme étant adoptée indirectement par les peuples auxquels elle s'impose. Alors dans ce type d'organisation, la réflexion sur la démocratie passe par la recherche de la démocratisation des États parties et des organisations elles-mêmes. D'autres organisations internationales, au contraire, va fixer comme critère d'adhésion le respect de la démocratie. Et on va le voir, ce critère d'adhésion ne suffit pas à rendre la décision internationale démocratique. Alors au sein des organisations internationales ouvertes aux États non démocratiques, ici il est souvent fait une confusion entre le respect par ces organisations internationales de la démocratie et le respect par ces organisations internationales de l'égalité souveraine entre les États. Et pourtant, l'égalité souveraine entre les États n'implique en rien la démocratie, puisque, au contraire, elle implique une neutralité vis-à-vis des systèmes politiques des différents États. Il reste qu'on trouve petit à petit, au sein de différentes organisations internationales, des actions de démocratisation. Alors, sur la confusion entre démocratie mondiale et égalité souveraine, il est souvent reproché aux organisations internationales qui accordent des voix supplémentaires à certains États sans prendre en compte leur démographie respective, d'être des États non démocratiques. Et c'est souvent un reproche qui est fait au Conseil de sécurité des Nations Unies, en raison des 5 membres permanents bénéficiant du droit de veto. Et c'est également un reproche qui est fait à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international qui accordent des voix en fonction de l'apport au capital des États parties. Alors, selon ce reproche, les décisions de ces organisations internationales ne seraient pas démocratiques parce qu'un petit nombre d'États pourraient imposer leur vue au plus grand nombre. Pourtant, le respect du principe « une voix par État » ne rend pas la décision démocratique tant qu'il existe au sein de ces organisations internationales des États non démocratiques. Une organisation internationale qui accorde une voix par État est une organisation internationale qui respecte l'égalité souveraine, mais non pas une organisation internationale qui respecte la démocratie. Et il me semble que si cette confusion existe, c'est parce qu'on a cherché
a justifié les fondements du droit international en important la théorie du contrat social. Comme la légitimité du droit interne viendrait de la participation libre et égale de chaque citoyen à l'adoption du droit, la légitimité du droit international viendrait de la participation libre et égale de chaque État à la formation du droit international. État qui sortirait alors d'une sorte d'état de nature ou d'état de guerre par et pour la formation du droit international. Et pourtant, autant la participation d'individus libres et égaux à la formation du droit peut fonder la démocratie, autant la participation d'États souverains et égaux à la formation du droit international ne fonde pas une démocratie mondiale tant que tous ces États ne sont pas démocratiques. Or, pour participer aux relations internationales, le respect de la démocratie n'est pas une condition loin s'en faut, puisque le principe maintes fois réaffirmé en droit international, c'est la liberté pour chaque État de choisir son système politique. Il reste que depuis la fin de la guerre froide, on constate une multiplication des actions en faveur de la démocratisation des États, et donc qui appartiennent donc à ces organisations, en particulier au sein de l'ONU. Alors tout d'abord, la multiplication des actions de démocratisation peuvent venir des conventions internationales de protection des droits de l'homme, et en particulier de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui va poser un droit pour tout citoyen sans distinction de voter, d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel égal et au scrutin secret. Et donc petit à petit, en se fondant sur la reconnaissance des droits de l'homme, du droit de vote par les conventions internationales, l'ONU va multiplier des actions de démocratisation. De nombreux textes vont être adoptés, au sein desquels on trouve l'idée récurrente, je cite, « La démocratie est une valeur universelle qui procède de la volonté librement exprimée des peuples de définir leur propre système politique, économique, social et culturel. Et, je cite toujours, il incombe aux États d'organiser et de tenir des élections en veillant à ce qu'elles soient libres et régulières. » Et puis, l'ONU, sur la base de ces textes, l'ONU va agir concrètement en développant l'assistance électorale, en développant des actions de promotion de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, en aidant les parlements nationaux à renforcer leur contrôle sur l'exécutif et, entre autres, en favorisant l'autonomisation politique des femmes. Et puis enfin, et je vais être très bref sur cette question, autre phénomène en faveur de la démocratisation de ces organisations internationales, l'acceptation accrue de la participation des organisations non gouvernementales, avec toutes les questions qu'a soulevées Marina tout à l'heure, et avec malgré tout l'idée que cette participation heurte de plein fouet la démocratie représentative, même si elle contribue à apporter la parole des peuples, de certains peuples, au sein de ces instances internationales. Et puis la participation de ces ONG à la prise de décision internationale ne résout en rien le problème selon lequel certains États non démocratiques participent également à la prise de décision. Et donc il semblerait que ce soit seulement au sein des organisations internationales qui posent comme critère d'adhésion le respect de la démocratie que l'on puisse trouver des décisions internationales réellement démocratiques. Alors, s'agissant de ces organisations, donc restreintes aux États démocratiques, il s'agit plutôt d'organisations régionales comme l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, le Mercosur, qui vont poser ou comme critère d'adhésion ou de suspension ou d'exclusion le respect d'impératifs démocratiques. Mais pour que les décisions qui émanent de ces organisations soient réellement démocratiques, il faut donc saisir la teneur de ces exigences lorsqu'elles s'appliquent soit aux États parties, soit à l'organisation elle-même. Alors, en ce qui concerne le respect de la démocratie par les États parties à ces organisations, ici, je ne vais pas m'intéresser à la question qui porte sur le fait que les États membres sont souvent réticents à activer cette clause démocratique et à exclure un des leurs de l'organisation, et on a l'exemple de la Hongrie actuellement. Et je ne vais pas non plus m'intéresser au fait que cette clause démocratique est parfois utilisée de manière très politique, et c'est une critique qui a été faite à l'égard du Mercosur
lorsque a été sanctionné le Paraguay. Ce qui m'intéresse ici, c'est donc de réfléchir aux conditions qui permettent à un État d'être réellement démocratique et donc de candidater ou de rester au sein de ces organisations. En effet, si la décision internationale est démocratique à condition qu'elle exprime la volonté des différents peuples représentés, il convient de déterminer à quelles conditions les gouvernements peuvent être considérés comme représentant réellement la volonté de leur peuple respectif. Alors on peut admettre, pour peu qu'on accepte la démocratie représentative, on peut admettre d'emblée qu'un État démocratique est un État qui organise régulièrement des élections au suffrage universel. Et pourtant, même en prenant ce critère formel de la démocratie, on peut avoir des interprétations divergentes de cette question. Par exemple, peut-on parler d'un État démocratique, donc qui pourrait rentrer dans les organisations internationales en question, lorsque cet État met en place un suffrage indirect qui permet aux grands électeurs de mettre en minorité la majorité issue du vote populaire, comme cela s'est passé lors de l'élection du président Bush en 2000. Peut-on considérer qu'est un État réellement démocratique un État qui a un scrutin majoritaire qui exclut d'office le multipartisme au profit du bipartisme? Peut-on considérer encore comme un État démocratique un État qui permet de contourner un référendum populaire par une ratification parlementaire? Et je fais bien sûr ici référence au Venezuela dans les années 2000. La question est alors de savoir où s'arrête le respect de la diversité des processus électoraux démocratiques, qui est un principe affirmé en droit international, et où commence l'atteinte portée à la démocratie. Et puis par ailleurs, l'organisation d'élections régulières et honnêtes suffit-elle à fonder un État démocratique? Ne faut-il pas ajouter au droit de vote le respect de la liberté d'expression, de réunion et d'association? Une fois que ces élections régulières sont passées, le respect de la démocratie n'impose-t-il pas également le respect de l'état de droit, d'un contrôle parlementaire sur l'exécutif, d'un pouvoir judiciaire indépendant? Et puis, plus substantiellement, un État démocratique qui est gouverné effectivement par le peuple peut-il exister lorsqu'une partie de sa population souffre d'analphabétisme ou lorsqu'il lui manque les besoins vitaux fondamentaux? Et donc poser toutes ces questions, finalement, ça revient également à... ça se rapproche aux questions qui étaient posées ce matin à propos de la constitutionnalisation des droits fondamentaux, etc. Parce que si on imagine que tous ces critères doivent être posés avant de pouvoir être estampillés comme État démocratique et donc avant de pouvoir adhérer à une organisation internationale, cela suppose également qu'il y a une instance internationale qui va être compétente pour vérifier le respect de ces critères. Et donc, dans quelle mesure cette instance internationale est-elle, elle, démocratique? Dans quelle mesure poser cette instance internationale ne l'écarte pas encore, ne l'éloigne pas encore du peuple auquel elle va imposer ses décisions? Mais en outre, en admettant que les représentants nationaux soient élus démocratiquement dans des conditions optimales et donc qu'ils représentent la volonté de leur peuple respectif, cette volonté, cette représentativité ne suffit toujours pas à garantir la démocratie au sein de l'organisation internationale. Et ici, il s'agit de se demander comment les représentants des différents États élus démocratiquement, rassemblés au sein de cette organisation internationale, vont adopter une décision démocratique. Et donc, c'est la question du choix de la majorité pertinente et de la pondération des votes. Et donc ici, c'est des questions assez largement connues en droit international, avec l'idée que le vote à l'unanimité des représentants semble le seul à même de respecter la volonté des différents peuples nationaux, mais elle permet d'octroyer un droit de veto à un État, et donc elle permet à cet État de s'opposer à la volonté de tous les autres peuples représentés. Et donc, sauf à admettre qu'une organisation internationale ne doit que statuer en cas de consensus express et donc forcément ne peut que s'accorder sur des accords à minimaux qui seraient impropres à faire face aux défis mondiaux, il faut accepter qu'une décision internationale puisse être prise à la majorité. Mais le choix d'un vote à la majorité, et même le choix d'un vote à la majorité qualifiée, ne rend pas la décision démocratique dans la mesure où il existe
au sein des États, des démographies très différentes. Au sein des différents États, la population n'est pas identique, et donc la décision internationale ne peut pas être démocratique si est accordé un nombre égal de voix à chaque État. Autrement dit, le principe « un État, une voix » peut entrer en collision avec le principe selon lequel chaque individu doit bénéficier d'une égalité, de l'égalité des voix entre les individus. Et donc, une décision internationale démocratique implique une pondération des voix entre les États en fonction de leur démographie, pondération des voix en fonction de la démographie qui risque de marginaliser les petits États sur des questions, les intérêts des petits États sur des questions par exemple relatives au changement climatique, et je pense ici en particulier aux petits États insulaires. Et donc à cet égard, le choix d'une double majorité qui comptabilise le vote des États combiné à la représentation d'une majorité de la population qui serait couverte par l'organisation internationale s'approche d'une solution plus démocratique au niveau international. Mais finalement, pour qu'une décision internationale respecte réellement l'égalité de vote entre les individus, il paraît inévitable de franchir les frontières nationales, de créer de nouvelles circonscriptions démographiquement équivalentes et donc potentiellement multinationales. Et ici, on se retrouve confronté à une autre difficulté, puisque à moyen terme, en tout cas, il est tout à fait possible que cette solution soit impropre à fonder une démocratie mondiale, car rien ne permet d'affirmer que les citoyens de ces nouvelles circonscriptions feraient suffisamment société ou communauté politique pour avoir envie de fonder un pouvoir politique et pour se reconnaître à travers l'image de ces nouveaux représentants. Donc la question des conditions de possibilité d'une démocratie mondiale reste entière, et pourtant elle reste indispensable à poser, car pour reprendre les termes de Monique Chemillier-Gendreau, dans un monde interdépendant, nous ne pourrons qu'être libres tous ensemble, ou pas du tout. Bien, il est 6h moins 5. Véronique, tu nous donnes combien de temps pour la discussion? 2 minutes. Un quart d'heure. Voilà. Donc on peut peut-être revenir d'ailleurs sur des thèmes qui auraient été abordés au commencement de l'après-midi, ou même avant d'ailleurs, vu que la discussion a été un petit peu tronquée par le temps. Il y avait une première intervention. Oui, deux questions en fait qui s'adressent à plusieurs personnes qui sont intervenues. La première, bon, je suis intervenue hier matin pour ceux qui n'étaient pas là, et je suis philosophe, c'est simplement pour dire que je suis philosophe. Et quand j'écoute dans mes collègues philosophes parler de politique, de la situation mondiale, de la société, etc., je me dis, ils ont oublié quelque chose, c'est le droit. J'ai ici, et là je suis satisfaite, mais vous avez oublié, enfin il me semble qu'il y a aussi quelque chose oublié quand on parle, en fait c'est la notion de société civile internationale ou mondiale, internationale qui m'a posé problème. Il me semble qu'il y a aussi autre chose qui a disparu, qui disparaît aussi chez les philosophes, rassurez-vous, c'est l'économie. Quand on parle de société civile internationale, bon, la notion sur le plan de l'histoire de société civile s'est constituée comme distincte de l'État en tant qu'elle était centrée sur une économie qui avait acquis une certaine indépendance, une certaine autonomie. Mais aujourd'hui, effectivement, on lui a donné un autre sens en découvrant qu'il y avait d'autres acteurs de cette société civile, mais il reste qu'il y a aussi l'économie. C'est-à-dire quand on traite des ONG et du rôle qu'elles peuvent jouer dans les processus de démocratisation ou de dédémocratisation actuelle, il me semble qu'on ne peut pas se contenter du face-à-face entre des États ou des organisations constituées d'États d'un côté et les ONG de l'autre. Donc ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque concerne la notion de communauté internationale. Même chose. Bon, disons que quand les journalistes en parlent, vous dites quoi ils parlent juste. Qui parle au nom de la communauté internationale? Que signifie cette notion? Bon, j'utiliserai une notion, je mobiliserai un concept obésien. Bon, c'est le représentant qui fait représenter. C'est-à-dire que s'il y a une communauté, j'ai dit hier, démocratie sans démos, sans communauté, et si, pendant un moment, la démocratie est liée à l'existence de communautés qui sont les communautés nationales, mais elles existent, elles sont constituées par le représentant, c'est-à-dire l'État. Et en l'occurrence, la communauté internationale,
c'est quoi? Est-ce que vous pensez à des institutions particulières ou est-ce que quelque chose d'assez vague représentatif? Sur l'économie, qui veut répondre, Marina? Oui, bah, en fait, c'est ce que j'ai exposé au tout début de ma présentation, mais vraiment très rapidement, parce que sinon ça m'entraîne dans des débats. Mais il n'y a justement pas de consensus sur cette définition de la notion de société civile internationale. Donc certains y incluent le monde économique. Moi, je pense que c'est quand même radicalement différent de la philosophie des ONG. En tout cas, tel que moi je l'ai interprété pour ce colloque sur la démocratie. Oui, excusez-moi, j'ai effectivement arrivé en retard. Ce que je veux dire, c'est que certaines de ces ONG ont aussi à se battre contre les méfaits de certaines. Et donc, c'est leur champ d'action. Sur la seconde question, communauté internationale, qui veut répondre? Bon, peut-être rapidement, je ne sais pas si Marina ou Sophie vont rajouter quelque chose, mais il me semble juste que. Enfin, oui, voilà, c'est ça, il y a beaucoup de sens différents. Et en l'occurrence, quand on regarde le rôle que joue la communauté internationale, justement dans ses discours sur la constitutionnalisation du droit international, il n'y a pas de représenté à chercher. C'est simplement, ça désigne vraiment quelque chose d'axiologique, un ensemble de valeurs qui seraient rendues disponibles à la protection par n'importe quelle instance qui existe au plan international. La communauté internationale désigne un ensemble d'intérêts qui sont détachés des intérêts des États et qui sont de plus en plus, en tout cas c'est le mouvement qui me frappe dans la littérature, qui sont de plus en plus définis comme étant un cœur de valeurs qui serait commun à l'humanité. Hein, c'est très ambigu la place de la notion d'humanité dans ce vocabulaire internationaliste. Et c'est parfois on dit communauté humaine internationale, parfois on dit communauté enfin on ne trouve pas à l'humanité, mais voilà, c'est vraiment une notion pour moi axiologique. Reste que le second sens de la communauté internationale, c'est celui qui est apparu après 1945, la communauté des nations avec la création de l'ONU, subsiste encore. Donc il y a une interférence entre la communauté internationale, en gros les grandes puissances des Nations Unies, et la communauté internationale, troisième signification avec les ONG. Je ne parle même pas de la première, le concert européen, etc. Ouais, même si cette communauté de valeurs, elle arrive très tôt. Hein. Le cours de Mosler à l'Académie du droit international, je crois que c'est en 1970, et on est déjà, dans des choses qui préfigurent le discours tout à fait contemporain. Il y a une interaction constante entre communautés des États réunis au sein de l'organisation nationale et communautés. Voilà, il y a une interaction constante. Il y avait d'autres voix qui s'étaient levées. Non. On peut revenir aussi sur les associations, puisqu'on a assez peu parlé, ou sur d'autres. Comme on a 10 minutes, alors peut-être que vous êtes épuisés. Ah, 2 interventions là-bas. Et... En fait, moi, c'était juste pour faire. C'est pas une remarque, c'était très intéressant. Et en fait, pendant que vous parliez toutes les trois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer un peu malgré nous. Et par exemple, moi je suis membre de quelque chose qui s'appelle Avaz. Alors je ne sais pas si vous connaissez. En fait, je ne sais même pas comment expliquer. Je ne sais pas si c'est une organisation internationale. Je ne sais pas quel est le statut juridique de cette chose-là. Mais enfin, c'est des gens. C'est un réseau. Pardon. Non, mais c'est pire, c'est un truc monstrueux. Non, mais quand je dis monstrueux, bah, oui, une fois, c'était pour faire passer des idées nouvelles. Oui, c'est ça. En fait, c'est des pétitions. Il n'y a pas vraiment de contrôle. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, par exemple, je sais pas, en Inde, a un problème et il se rend compte que ça ne peut pas passer par son gouvernement, les ONG, ça ne marche pas. Donc il dit, je vais mettre la pétition en ligne et ça tourne. Et donc ça fait des chiffres monstrueux de gens, parce qu'en fait, on vous demande rien, on ne vous demande pas d'argent. Tout ce qu'on vous dit, c'est cliquer, faites passer. Et donc, parfois, vous voyez des trucs, vous dites... Vraiment, je ne suis pas concernée. Parfois, on dit ah oui, quand même, c'est grave. Et donc, ça fait. Et ensuite, ces trucs-là sont envoyés par exemple, au Premier ministre ou voilà. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne sais pas où est-ce que ça. Mais on appelle quelque chose d'important, c'est les multiples réseaux qui existent dans la vie internationale. Les communautés de responsabilité, comme dirait Bertrand Bazzi, mais il y en a d'autres aussi, de multiples réseaux, et parmi ceux-là, il y a... Mais ça, c'est un truc, c'est encore différent, parce que c'est des gens qui ne se connaissent pas là-dedans. Et qui jouent sur Internet. Tout d'un coup, moi, je ne sais plus comment je suis tombée là-dessus une fois, parce qu'effectivement, il y avait... je sais pas, j'ai été contactée
pour prendre position. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des milliers et des millions de signatures pour ensuite demander quelque chose à, je ne sais pas trop qui d'ailleurs. Oui, alors ça va d'à peu près tout, hein. Ça va d'interdire les pesticides qui tuent les abeilles à demander à Barack Obama de fermer Guantanamo. C'est à peu près tout ce qui est possible et imaginable et n'importe qui peut le faire. Il y avait deux interventions de vous et... En fait, ma remarque est complémentaire à la remarque de notre collègue. C'est par rapport à une forme plus institutionnalisée de pétition qui est en train d'être mise en place dans le cadre de l'Union européenne, qui s'appelle l'Initiative citoyenne européenne. Je pense que vous êtes au courant, par le traité de Lisbonne, validée par le traité de Lisbonne. Et c'est quelque chose qui ouvre des perspectives nouvelles en matière notamment de participation citoyenne, dans le sens où cette fois-ci, c'est la Commission, c'est bien la Commission qui est saisie et non pas le Parlement européen, qui était toujours saisi de pétitions de sorte, mais qui n'appréciait pas. Alors, il me semble qu'il y a une initiative citoyenne européenne, une première qui va être validée bientôt parce qu'il a réussi à avoir 1,5 million de signatures, et c'est sur le droit à l'eau et à l'assainissement. Ça s'appelle le Water Campaign. Alors, j'aimerais avoir vos réactions tout simplement sur les perspectives nouvelles en matière de production normative, d'élaboration normative. L'Europe se trouve très en avance par rapport à la France. Parce qu'on a l'initiative citoyenne, on attend toujours. Stéphanie, sur le Nord, mais moi, il me semble que ça permet de soumettre une proposition à la Commission. De soumettre la proposition c'est comme un droit de pétition. Oui, d'accord, mais sauf qu'on ne soumet même pas au Parlement, on le soumet à la Commission européenne qui après, elle décide si elle en fait ou pas. De mettre en place une politique, comme ça dépend des faire une initiative. Il y a une intervention là-bas. Oui, c'était sur les pétitions en ligne, parce que comme c'est proche du vote en ligne, évidemment, je me suis intéressée à l'affaire. Déjà, si on ne vous renvoie pas un mail de confirmation, c'est que c'est vraiment pas sérieux. Et il y a des choses vraiment pas sérieuses qui ont été mises en place, en particulier par le gouvernement du Royaume-Uni, qui a mis en place un droit à pétition, et j'ai pu, sans aucun problème, signer une des pétitions. Donc, le problème d'une pétition, c'est qu'il va falloir d'abord vérifier l'unicité des signatures. Il y a des tonnes de pétitions que vous pouvez signer 150 fois sans que ça pose aucun problème, ce qui discrédite. Et puis, deuxièmement, la vérification des identités. Et en fait, on peut se demander du coup à quoi ça sert ces pétitions. Puisque les signatures n'ont plus aucune valeur. Alors, on peut y voir, il me semble, deux choses. C'est une sorte de dissipation d'énergie. Vous avez eu l'impression de faire quelque chose, donc du coup peut-être que vous ne ferez pas vraiment quelque chose de sérieux. Vous avez déjà agi, vous avez en tout cas l'impression d'avoir agi, donc vous ne financerez pas, vous ne travaillerez pas, vous ne montrez pas les dossiers. Et puis une deuxième application qu'il peut y avoir, c'est de récupérer des adresses pour avoir d'éventuels militants à contacter. C'est pas vraiment... Tout ce que vous avez dit dans votre intervention montre qu'une expertise citoyenne serait quand même utile pour préserver les processus démocratiques. Une expertise citoyenne comme la vôtre, j'entends. Des pétitions, par exemple une vraie pétition avec un tout petit peu d'éthique, c'est une pétition où on n'est pas obligé d'avoir son nom listé en ordre alphabétique. Parce que ça, c'est... Moi, j'ai déjà eu des pressions du genre « Quoi, mais t'as pas signé la pétition pour les femmes afghanes ?» Là, j'ai regardé, t'as pas signé. Une pétition papier, on ne vérifie pas si vous avez signé ou pas. Vous n'avez pas de pression. Donc déjà, une pétition qui présente les noms des signataires par ordre alphabétique, c'est pas très correct. Vis-à-vis des signataires. Oui, on va avoir quand on a essayé de lancer des pétitions, les pétitions papier, c'est pas tellement fiable non plus, hein, celles qu'on fait signer dans la rue là ou même dans une association. Ah tout à fait, il n'y a pas d'unicité. D'accord. Oui, c'est pas... les pétitions. Là pour le coup. Moi, c'est une question pour Stéphanie Redbaucher. Donc, en réponse à son invitation, effectivement, vous avez très bien compris le sens de la question que je posais ce matin. Je suis très impressionnée par la synthèse que vous avez réussi à faire en si peu de temps de toute l'évolution du droit international, notamment européen des droits de l'homme. Mais j'ai un peu mauvais esprit, alors je me dis que vous concluez en nous disant que l'axiologie qui est exprimée par la communauté universelle au niveau d'un constitutionnalisme international répond à l'axiologie qui s'était exprimée au niveau interne, ce qui ne règle pas complètement le problème de la cohérence. En réalité, on est toujours sur deux ordres un peu différents, qui se répondent pas. Bon,
ça ne règle pas la question de savoir s'il y a une étiologie qui est dominante sur l'autre, si elle peut l'être ou pas, etc. Enfin bon, mais c'est pas, je veux dire, on y passerait toute la nuit et on ne trouverait pas de solution. Par contre, je me demandais si vous envisagez une différence en termes de principe, j'entends, entre le niveau du droit régional et du droit à vocation universelle. Je dis en termes de principe, parce que concrètement, bien sûr, c'est pas du tout pareil, mais est-ce que c'est principiel pour vous ou est-ce que c'est juste une différence pragmatique? Bon, sur la première question, en effet, je ne prétends même pas à répondre. Enfin, je ne me suis même pas posé la question. C'est vraiment juste ce que j'ai voulu faire, c'est simplement descriptif de ce qui me semble être les points communs entre ces deux versions, à supposer que ce soit acceptable de les présenter comme ça, du discours. Sur le deuxième, c'est-à-dire, c'est quoi exactement? Est-ce que ce qui est décrit comme étant de la constitutionnalisation dans le droit interaméricain est la même chose que ce qui est décrit comme de la constitutionnalisation dans le droit universel? Est-ce que les explications que vous apportez, le regard que vous portez sur ça, fonctionnerait de la même manière? Parce que vous parlez de droit international des droits de l'homme, et en réalité, vous avez bien dit que c'est sur la base de l'examen du droit européen. Est-ce que c'est extrapolable, en quelque sorte, au niveau universel, ou est-ce qu'il n'y a pas encore un problème supplémentaire? Oui, alors je pense que ça mérite d'être extrapolé, c'est-à-dire je crois qu'il y a un vrai enrichissement mutuel des prétentions constitutionnalistes qui s'expriment au niveau régional et au niveau universel, sans les hiérarchiser ou je sais pas quoi, mais je crois que ça entre vraiment en résonance. Et j'ai en tête différents textes où... alors il y a toute une littérature en plus dont le statut épistémologique est très ambigu, c'est-à-dire d'universitaires qui sont à la Commission du droit international, voilà. Alors peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que sur le niveau universel, par définition, on va avoir moins de juges, et donc c'est plus une analyse de texte qui va dire, par exemple, enfin voilà, il y a des auteurs qui expliquent que les normes impératives, c'est les droits de l'homme, que la Charte des Nations Unies, c'est la Constitution du monde, ça va être des références à des textes, alors qu'effectivement, au niveau régional, la constitutionnalisation dans l'espace de la Convention européenne des droits de l'homme, dans les années 2000 par exemple, a pris un fort appui sur tout le processus de réforme, c'est beaucoup plus procédural. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on constitutionnalise le système? Bon, alors on peut dire, voilà, il y a quelques pépites jurisprudentielles, Loisidou, Alassani, bon, mais c'est vraiment dans la procédure et dans la réflexion sur la réforme du système européen que, à mon avis, il y a beaucoup de pions qui ont été avancés de manière très importante. La politique de privatisation à la Cour, etc. Alors, je ne sais pas exactement, il faudrait analyser différemment certainement le système interaméricain que je connais moins bien, mais où là, ça va être beaucoup dans les opinions consultatives de la Cour. Et puis là aussi, ça se rattache aussi beaucoup à des entreprises individuelles, comme ça de Trinidad, évidemment un acteur majeur. Donc je pense que ça vaut le coup de tout regarder ensemble, mais effectivement on ne peut pas probablement exploiter les mêmes sources sur chacun des différents systèmes. Et ça renvoie à ce que disait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les choses marchent, le contexte est absolument déterminant pour expliquer la manière dont se déploient ces paradigmes. Donc effectivement, là où on regardera les opinions consultatives, ailleurs on regardera la production de la Commission du droit international et ailleurs le processus de réforme de la Cour. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce qui vous... Je crois que Véronique a une information à nous donner. Est-ce que les débats sont finis? Je ne sais pas. Non, parce que les 10 minutes que tu nous as généreusement accordées sont passées, donc on en discutera. Il n'y a plus de questions. Bon, il n'y a plus de questions. Bon, alors Véronique a la parole. C'est juste un petit mot de clôture. Donc tout d'abord, comme hier c'était une journée assez chargée d'émotions, surtout au début, j'ai pas forcément remercié toutes les personnes qui ont à la fois financé et participé à l'organisation de ce colloque, même si en fait il n'y avait pas tant de monde pour ça. Donc s'agissant de la partie, on va dire, financement, donc ceux qu'on est obligé d'aimer pendant très longtemps, il y a le programme Néo-Rétro qui a financé une partie, il y a le Crénoc aussi qu'on est obligé d'aimer pendant pas mal de temps. On a aussi bénéficié donc du soutien logistique du UMR, du Centre de théorie du droit, donc, de Mme Bourbon, grâce à l'appui de mon ami Pierre Brunet.
Et également, je voulais remercier tous les doctorants que j'ai sollicités vraiment de façon. C'était pas de la démocratie, c'était du contexte, comme disaient les Mao. D'ailleurs, j'ai mis ma chemise aujourd'hui pour les petits réglages qui n'ont pas pu tous être pris en charge par l'Université de Nanterre. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le CREDOF se marie maintenant que c'est possible depuis la loi qui a été adoptée il y a quelques semaines, va se marier avec le Centre de théorie du droit dans le maire qui sera effectif le 1er janvier prochain. Donc voilà, je voulais tous vous remercier d'avoir été aussi nombreux et aussi présents pendant toutes ces 2 journées. Je pense que ça a été un beau succès et des réflexions fort riches qui se traduiront pour les intervenants par une publication dont nous espérons les papiers de façon optimiste pour mi-juillet. On vous enverra un mail, mais en gros, entre à peu près 30 000 caractères pour ceux qui sont intervenus hier et entre 28 000 caractères pour ceux qui sont là aujourd'hui, sachant qu'il y a une possibilité, donc il y aura une version courte qui sera, ces versions-là qu'on va considérer comme courtes, seront publiées dans les actes. C'est au début chez l'expansion, mais je crois que Jean-Marie m'a dit qu'il y avait un petit changement. Mais en tout cas, c'est publié. Mais sachez qu'il y a aussi une possibilité de publication version longue dans la revue des droits de l'homme, si vous êtes vraiment trop congressé par le fait d'être grand. Alors, on avait commencé par dédier cette journée à Guy, on finira aussi. Et en tout cas, vous êtes tous conviés maintenant à leur avoir non pas d'avocat, je suis désolée. De toute façon, le trac est passé, puisque tout le monde a parlé, donc c'est après. Donc, en salle des commissions, où là, mes doctorants ont préparé, en tout cas, ont la clé pour ouvrir. Et donc, dans 5 minutes, vous pouvez tous maintenant descendre en salle des commissions.